La démocratisation de l'île Maurice s'est faite pendant la période de l'après-guerre. Dans un contexte international marqué par la guerre froide, ensuite les Britanniques avaient quand même été très soucieux de ne pas répéter l'expérience de Chypre. Quand on lit les correspondances des gouverneurs à cette époque, la grande question c'est qu'ils avaient peur que cette absence d'un nationalisme mauricien qui est intégral, de mauricianisme intégral, entraîne des divisions, des affrontements interethniques. Et dans leur correspondance qui se trouve à Londres, on retrouve le souci d'empêcher des affrontements interethniques qui auraient eu des complications diplomatiques. Parce qu'ils disaient que la France serait intervenue en faveur des Franco-Mauriciens et l'Inde du côté des Indo-Mauriciens. Donc, ce qui s'est pas fait en Chypre. Il y a eu la Turquie d'un côté et la Grèce de l'autre. Donc, pour éviter cela, il y a eu une évolution constitutionnelle graduelle et où ils ont essayé de concilier le majority rule, c'est-à-dire une démocratie où la majorité a le pouvoir, avec les droits des minorités. C'était essentiel parce que les minorités, il y a quand même une asymétrie dans le pouvoir. Si la majorité indo-mauricienne a un pouvoir politique, la minorité franco-mauricienne a le pouvoir économique. Donc comment concilier ça? Au fil d'un long processus, très long processus, ils sont arrivés à une constitution qui est quand même assez spécifique, assez unique. Dans le sens que le préambule de la constitution, c'est-à-dire le chapitre 1, définit, donne des garanties, le droit à la participation politique, et en même temps garantit par exemple les écoles confessionnelles catholiques. Et toutes les écoles confessionnelles le font. En outre, il y a des dispositions dans la Constitution qui fait qu'il y a la consolidation du rule of law, c'est-à-dire la loi qui prédomine. Et non seulement le judiciaire est indépendant, au point où il n'y a pas de ministre de la Justice, il n'y a qu'un attorney général, et le commissaire de police c'est aussi un poste constitutionnel, il est indépendant dans ses opérations de jour au jour du Premier ministre. Donc c'est réellement cela, consolider le droit des minorités, et la Déclaration universelle des droits de l'homme a été inclue dans la Constitution afin de protéger aussi les minorités. Je crois que le processus de décolonisation et de démocratisation a finalement abouti à un régime d'abord parlementaire, c'est un régime parlementaire à la Westminster, où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Premier ministre disposant d'une majorité au Parlement. Et en même temps, c'est aussi la spécificité de la démocratie mauricienne, c'est qu'elle est une démocratie consociative, c'est-à-dire qu'il y a une pratique et une culture politique qui fait que la démocratie mauricienne essaie d'associer tous les groupes, les composantes de la nation mauricienne dans le cabinet et dans le Parlement. Donc il y a à la fois dans la Constitution, il y a des dispositions pour qu'il y ait une représentation équitable au Parlement, mais en même temps, il y a une culture politique, une pratique politique qui veut que toutes les communautés se retrouvent dans le cabinet mauricien. Actuellement, nous sommes une république et le président de la République, qui est nommé par le Parlement, est le chef de l'État. Et là, c'est lui qui nomme le Premier ministre et ce Premier ministre doit disposer d'une majorité au Parlement. Donc c'est celui qui dispose d'une majorité effective au Parlement est choisi comme Premier ministre. Il préside le cabinet ministériel, et en principe, dans le système westminstérien, le Premier ministre n'est que primus inter pares, c'est-à-dire il est premier parmi les pairs. Mais depuis l'indépendance, il y a une évolution vers une plus grande présidentialisation du pouvoir du Premier ministre. Aujourd'hui, les pouvoirs sont effectivement concentrés entre les mains d'un Premier ministre. Il y a 21 circonscriptions à Maurice, 20 circonscriptions à l'île Maurice et une circonscription à Rodrigue. Il y a eu une petite innovation dans le sens qu'Agaléga aujourd'hui est rattaché à une circonscription de Port-Louis, la circonscription de numéro 3, Port-Louis-Maritime, c'est-à-dire la circonscription de Plaine Verte. Et les 20 circonscriptions élisent 3 députés, et Rodrigue, malgré le fait qu'il y a quand même plus de 20 000 électeurs, n'élise que 2 députés, mais Rodrigue dispose aussi d'une autonomie interne. Les élections se font selon le système qu'on appelle en anglais le first past the post, c'est-à-dire c'est un scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Et cela a eu des incidences notables dans la vie politique mauricienne. En 1966, il y a eu la création du Best Loser System, qui est quand même assez spécifique, dans le sens qu'il y a, après les élections, il y a la nomination de députés correctifs. Ces députés correctifs sont des perdants, mais sont nommés au Parlement par la commission électorale en fonction de leur appartenance ethnique pour rétablir l'équilibre au sein du Parlement. C'est ça qu'on appelle le Best Loser System. Mais quand même, les Britanniques, quand ils ont créé ce système, ils ont voulu qu'il y ait des circonscriptions à 3 députés, mais l'électeur est obligé à choisir 3 députés. Il ne peut pas choisir un, il doit choisir les 3. L'idée, c'est que ces circonscriptions, quelquefois, il y a certaines circonscriptions où on ne peut pas représenter des candidats d'un seul groupe ethnique. Il faut que la circonscription est représentée par un membre de la population générale et 2 hindous, un musulman. Donc, l'idée, c'est que l'électeur fasse l'apprentissage d'un vote de parti au-delà d'un vote ethnique. Depuis les années 50, il y a le multipartisme, ce qui n'est pas étonnant, étant donné le caractère pluriethnique de la société mauricienne. Il y a à la fois les divisions ethniques et les divisions de classe. Mais après l'indépendance, il y a eu le déclin de certains partis. Le Parti travailliste, qui était un parti ouvriériste au début, créé en 1936 par le docteur Curé, s'est transformé au fil des années, selon certaines analyses, en une plateforme majoritairement sous le contrôle d'une bourgeoisie indo-mauricienne que ça appelle une bourgeoisie d'État. Donc aujourd'hui, le Parti travailliste est perçu comme le parti qui récolte le plus grand nombre de l'électorat le plus fort dans le Hindu Belt, c'est-à-dire la ceinture électorale hindoue. Et dans ces circonscriptions à forte majorité hindoue, là, le Parti travailliste va puiser sa force parce qu'elle est perçue comme le parti des hindous. Il est dirigé par le docteur Ramgoolam, Navin Ramgoolam, qui a quand même essayé, depuis qu'il est entré en politique, de brasser beaucoup plus large que le Hindu Belt, et il a quand même pu conquérir une partie de l'électorat musulman et de l'électorat de la population générale. Donc, et ce parti représente un noyau dur de 30%. Le deuxième parti, c'est le mouvement militant mauricien, qui est un parti né dans le sillage de l'émergence d'une nouvelle gauche, le mai 68, qui a été créé en 1969 et qui a aujourd'hui comme leader Paul Béranger. Mais c'est un parti qui a grandement évolué depuis ses origines en tant que parti révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est un parti qui se dit officiellement social-démocrate. Il y a eu la grande cassure. Le MMM est associé au slogan « Un seul peuple, une seule nation », « Un seul peuple, une seule nation », le mauricianisme intégral. Mais en 1983, il y a cette cassure au sein du parti. Le MMM a quelque peu changé d'identité. Aujourd'hui, il est perçu comme le parti des minorités, ce qui fait qu'il a une très forte assise dans les régions urbaines, où il y a une forte majorité musulmane ou de la population générale. C'est un parti, si on analyse les élections, qui récolte, qui a un noyau dur d'environ 30%. Troisième parti, c'est le mouvement socialiste militant de l'ex-premier ministre Sir Nehru Jagannath, l'ex-président de la République aussi, et c'est un parti qui est né en 1983 comme une dissidence du MMM. Mais parti né au pouvoir, il a pu quand même se consolider et dans les sondages, au plus fort de son influence, il a été crédité de 20% de l'électorat et aujourd'hui on le crédite à peu près dans les sondages, ça dépend bien sûr de ce que ces sondages valent, de 8 à 12%. Mais si le MSM a pu quand même se maintenir au pouvoir, c'est par le jeu des alliances. Sir Nehru Jagannath a été un spécialiste du jeu des alliances et il a pu se maintenir au pouvoir pendant plus d'une décennie à travers ce jeu. Le quatrième parti, c'est le Parti mauricien social-démocrate, qui est aujourd'hui dirigé par le fils de Sir Gaëtan Duval, Xavier Luc Duval. C'est un parti qui a vu son électorat diminuer comme une peau de chagrin depuis la période post-indépendance. Il est parti de 67% en 1944, aujourd'hui il est crédité de 2% de l'électorat. Donc, mais ces deux partis, quand même, ont exercé une influence considérable dans la vie politique mauricienne, parce que c'est le système qui veut cela. Il représente soit une caution ethnique,
ou sinon, ils peuvent être un emprunt important des grands partis dans leur quête de pouvoir. Il y a une fragmentation dans la scène politique mauricienne, la vie politique mauricienne depuis l'indépendance. On a vu émerger des petits partis, souvent les dissidences du MMM et certains groupuscules, mais qui n'ont pas de grande emprise sur l'électorat national, à moins qu'ils aient une emprise dans certaines circonscriptions. Et il y a quand même il y a eu l'émergence d'un parti islamique, le Hezbollah, qui, cependant, étant donné la particularité de l'île Maurice, aujourd'hui s'est transformé en Front Solidarité Mauricienne. Et essaie de faire oublier ses origines islamiques, parce que les circonstances étant ce qu'elles sont, ces partis sont obligés d'aller trouver leurs sources au-delà de la communauté. Et ont essayé de trouver leur électorat, d'aller plus loin, brasser plus large qu'un groupe ethnique spécifique. Pourquoi ce jeu des alliances? D'abord parce qu'il y a le first past the post, c'est-à-dire le scrutin majoritaire uninominal à un tour et qui cohabite avec le multipartisme. On sait que ce scrutin favorise le gagnant, celui qui gagne les élections, même avec 1%, 2% de vote, il voit sa victoire amplifiée en termes de sièges à l'Assemblée. Le perdant voit son électorat, il n'y a pas de corrélation entre son électorat et le nombre de députés qu'il obtient au Parlement. Le troisième n'a aucun siège. Ce qui fait que les élections, c'est généralement l'affrontement de deux blocs. Mais deuxièmement, il y a aussi le fait que la vie politique tourne aussi autour de la nécessité d'offrir des alliances qui représentent l'arc-en-ciel mauricien. Donc, ce qui fait que même les petits partis qui se disent, qui sont perçus comme ethniques, quelquefois arrivent à trouver leur place dans une coalition, dans un bloc, pour que le bloc représente l'arc-en-ciel mauricien. Malgré le fait que l'île Maurice, on voit des discours d'une extrême virulence contre l'adversaire, au fond, il y a un consensus essentiel sur le développement, le modèle de développement économique. Il n'y a plus de grandes divergences idéologiques ou programmatiques. Donc les partis sont presque tous des partis social-démocrates. Ils acceptent qu'il faut qu'il y ait un État-providence et aussi la démocratie libérale. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de grande divergence en termes programmatiques, et c'est pour cela qu'il y a composition et recomposition, décomposition des alliances. Étant donné le nombre restreint de protagonistes, on se retrouve souvent avec du déjà-vu. C'est que tous les partis se sont alliés et se sont affrontés au fil des années dans l'île Maurice post-indépendance. Et c'est là où on se retrouve avec une espèce de manège, de pont d'avion où l'on tourne en rond. Et certains électeurs aujourd'hui ne se retrouvent plus dans ce jeu perpétuel, dans cette grande coalition, ce musical chair, où on dit tout contre son adversaire. Après, le lendemain, on se retrouve dans la même alliance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains disent qu'il y a une désaffection de l'électorat face au personnel politique. Réformer le système électoral constitutionnel à Maurice est une tâche extrêmement compliquée parce que pour la protection des minorités, le pouvoir colonial a mis en place un mécanisme de verrouillage de la Constitution. Il faut une majorité de 3/4 pour pouvoir amender la Constitution. Donc, mais évidemment, il y a des dysfonctionnements dans le système électoral et en même temps, le Premier ministre actuel, Navin Ramgoolam, qui se dit rassembleur, voudrait être l'élu d'un électorat beaucoup plus large qu'une circonscription rurale. Donc, dans ce sens, alors que le MMM a poussé vers une réforme électorale en profondeur qui inclurait une dose de proportionnel, Navin Ramgoolam a poussé vers la création d'un régime semi-présidentiel un peu à la française. Donc, à partir de là, il y a eu l'alliance entre le post-travailliste et le MMM. On se retrouve dans une situation assez spécifique à Maurice. Parce que le plus grand parti de l'opposition va s'allier au plus grand parti qui est au pouvoir, le leader de l'opposition s'allie au Premier ministre pour qu'il y ait une alliance équitable, partage équitable, afin de changer la Constitution, de passer vers une deuxième république
et avec un régime semi-présidentiel qui remplace le régime de la Westminster, et ensuite une réforme électorale. Mais au fond, cette alliance peut être perçue comme étant une exigence constitutionnelle. Comment arriver à avoir une majorité de 3/4 pour amender la Constitution? C'est pour cela qu'il y a eu des développements récents.